Eugène Onegin, l'opéra de Tchaïkovski, en musique et en images, tout de suite, après le soir 3. Alors là, attention, une sauce beurre blanc, c'est très délicat. Prenez quelques échalotes et plongez-les dans le courbouillon de poisson avec le vinaigre. Laissez réduire et coupez le beurre en petits morceaux tout petits. Bien surveillez et dès que la réduction est à point, jetez le beurre d'un seul coup. Fouettez énergiquement pour obtenir une préparation fine sauce de Liebig. Liebig, on sait pourquoi c'est bon. C'est quoi un homme? C'est quoi un homme? C'est quoi un homme? Parfum Boss, numéro 1. Elle est folle, demain elle va être à plat. Penses-tu, elle a les fameuses piles Energizer? Non. Mais si, c'est Radio Cassette qui me l'a dit. C'est pour durer plus longtemps. Energizer. Elle dure beaucoup plus longtemps. Bonjour monsieur et dames, vous dormez là-dessus depuis longtemps? Et vous savez qu'une literie c'est 25 000 à l'heure. Maxi, Passé 10 ans, un lit n'est plus un lit. c'est un délit. Alors ça, c'est pas faute de lui avoir dit, monsieur l'agent. Bon, allez, ça ira pour cette fois. Mais changez-moi ça très vite. Oh là là, quelle classe ce gendarme. Quand il faut frotter les taches de gras, ça devient vite un cauchemar. Heureusement, il y a Monsieur Propre. Dilué, son agent dégraissant décroche la saleté plus vite que d'autres. Plus besoin de frotter. C'est un brillant presque magique. Monsieur Propre, un brillant plus fort, avec moins d'efforts. Et ce brillant dans la salle de bain, c'est Monsieur Propre salle de bain. Et en plus, il désinfecte. La mode. Depuis 20 ans, les coiffeurs de Modezer Paris créent les têtes de la mode qui font le tour du monde. Un défilé, c'est un style, et surtout un mouvement. C'est pourquoi Modezer, avec l'expérience de 200 salons, a mis au point une ligne coiffante. Mousse, gel, spray. Les microparticules assurent tenue et liberté de mouvement. Aujourd'hui, cette ligne est en grande surface. Modezer, vous êtes à la tête de la mode. Héritage de Guerlain. Eau de toilette et eau de parfum pour hommes. Chaque jour, la route vous rappelle combien il est préférable de rouler en 405. Peugeot 405, un talent fou. S'afficher Chalimar, c'est être Guerlain. Avec Ordi Poupi, le tout petit découvre les couleurs, les comptines et même les animaux. Un Jonathan. Voici les frais que la banque Cortal prend sur les actions.
vous est maintenant possible de comparer. Banque Cortal, pas de guichet, moins de frais. Être heureux, c'est plus ou moins ce que j'aime rire chanter. N'empêche pas les gens qui sont bien d'être joyeux. Avec Fellini, rendez-vous au paradis sur France 3. Pour nous, il a reconstruit le monde. Merci, Monsieur Fellini. Lundi, place au génie sur France 3. France 3, avec Oasis, vous donne rendez-vous sur une autre planète. Chers parents, vous allez voir ce que vous allez voir. Dans le monde des jeux vidéo, vos enfants s'amusent pendant des heures. Pour vous, la nuit des jeux vidéo permet une remise à niveau rapide, efficace et discrète. Vérifiez quand même qu'ils sont couchés. L'opération se déroule au Grand Amphi de la Sorbonne. Alors, au diable les scrupules. Bienvenue dans le monde surprenant de vos enfants. Vendredi à minuit 10, la première nuit des jeux vidéo. Enfin comprendre avec France 3. Que faire des enfants criminels? En Angleterre, l'opinion pétrifiée s'interroge sur les deux assassins de 11 ans et le verdict qui les frappe. En France, le garde des Sceaux a reçu aujourd'hui un rapport parlementaire sur la justice dans les banlieues et le traitement des jeunes délinquants multirécidivistes. Faut-il les éloigner de leur environnement géographique et familial? Faut-il accélérer les procédures, multiplier les maisons de justice plutôt que des centres fermés? Le point de vue croisé de Jean-Marc Heller, juge des enfants au tribunal de grande instance de Bobigny, et de Pierre Cardot, député UDF des Yvelines, l'un des auteurs du rapport. Bonsoir, on prend son temps, mais on fait le ménage à la tête du football français. Un peu plus d'une semaine après la catastrophe bulgare, Gérard Rouillet démissionne de son poste de sélectionneur national. À suivre, dit-on, la démission de Jean Fournet-Fayard, le président de la Fédération française. Xavier Bodin-Hulin. Il a attendu une semaine pour l'annoncer, pour laisser passer le dur temps de l'émotion, dit-il. Mais après la défaite contre la Bulgarie et l'élimination pour la Coupe du Monde, sa décision était prise. Je voulais démissionner tout de suite, mais on a eu raison de me demander un délai, car cette semaine m'a été bien utile pour encaisser le choc et faire le point. Le sélectionneur qui démissionne, ce n'est qu'un élément de plus dans un football français bien perturbé. Les structures sont inadaptées, c'est le message que le ministre des Sports a fait passer au président de la Ligue et de la Fédération française. Il va falloir changer tout cela. Je pense en effet que les difficultés de l'équipe de France et son échec ne sont pas totalement étrangers à l'ambiance délétère qui règne depuis plusieurs mois. Et Jean Fournet-Fayard, président de la Fédération, fait bien figure de futur démissionnaire. Ce pourrait être lundi, lors d'un conseil fédéral extraordinaire. Furiani, l'affaire au MVA et l'élimination de la Coupe du Monde, lourd bilan pour un seul homme. Le foot français se cherche un nouveau gouvernement et l'on reparle de Michel Platini et de Fernand Sastre, l'ancien président de la Fédération, tous deux en charge de l'organisation de la Coupe du Monde 1998. Jusqu'où peut aller l'égarement dans le combat politique? Jean Xattard, ancien candidat UDF à plusieurs élections régionales, et deux autres personnes qui l'auraient commandité ont été mises en examen aujourd'hui pour tentative d'assassinat contre Jean-Claude Madrenas, amputé d'une jambe après un attentat à la voiture piégée. Claire Sébastien, Xavier Bodin-Hulin. Quand la politique mène en prison. Jean Xattard, ancien candidat UDF, est l'une des 3 personnes mises en examen et placées sous mandat de dépôt pour tentative d'assassinat. L'affaire remonte à février dernier. Peu avant les législatives, le candidat UDF dans les Pyrénées-Orientales, Jean-Claude Madrenas, est victime d'un attentat à la voiture piégée. Il sera amputé d'une jambe.
Règlement de compte politique ou manipulation, les deux auteurs présumés de l'attentat arrêtés hier désignent Chattard, le rival politique de Madrenas au sein du même parti, comme le commanditaire. Chattard, par l'intermédiaire de son avocat, clame son innocence. Jean Chattard conteste absolument être l'instigateur de l'attentat de M. Madrenas. Il ne conteste pas connaître Turlet, mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il soit d'accord avec lui pour aller poser des bombes sur la voiture de M. Madrenas. Au Caire, le Premier ministre égyptien Atef Setki échappe de justesse à un attentat à la voiture piégée. L'engin a explosé quelques secondes après son passage. L'attentat a été revendiqué par le groupe intégriste du djihad. Dans une école proche, une fillette de 12 ans a été tuée et 9 autres personnes blessées. Journée sanglante à Gaza. 34 Palestiniens ont été blessés, dont 3 très grièvement. L'armée israélienne a réprimé durement les manifestations de colère des militants du Hamas au lendemain de l'élimination d'Imad Hakel. À 24 ans, le jeune leader de la branche militaire du mouvement intégriste était considéré comme l'ennemi public numéro 1 en Israël. Stupéfaction en Italie, après l'annonce par Silvio Berlusconi de son soutien au candidat fasciste du MSI à la mairie de Rome. Des comités anti-Berlusconi se sont mis en place dans 20 villes, appelant au boycott de ses 3 chaînes de télévision, de ses supermarchés et de ses magazines. Berlusconi répond qu'il n'est pas fasciste, mais que le candidat du MSI est la meilleure alternative à la gauche romaine. Conseil interministériel sur le GATT et des précisions sur le calendrier. Le gouvernement attend des Américains un texte précis avant le 6 décembre, délai nécessaire aux yeux d'Alain Juppé pour permettre un débat à l'Assemblée. Un débat dont les modalités ne sont pas fixées, simple séance d'information ou vote. La question n'est pas tranchée. Avec un vote ? On attendait les étudiants, mais ce sont les lycéens qui se sont le plus mobilisés. 6 000 à Paris, 3 000 à Montpellier, Angoulême ou Bordeaux. Partout les mêmes préoccupations qui se transforment en revendications, davantage de moyens pour mieux étudier. Les médecins l'avaient condamné il y a 40 ans, le croyant atteint d'une tumeur. Aussitôt, Anthony Burgess s'est mis à écrire pour laisser une trace, disait-il. Romans, essais, biographies, scénarios, au total, plus de 50 ouvrages. Révélé au public par Orange Mécanique, adapté au cinéma, l'écrivain britannique, également compositeur, est décédé aujourd'hui à Londres, à l'âge de 76 ans. C'est le tréfonds de l'horreur. L'Angleterre n'en finit pas de s'interroger sur le crime commis par 2 garçons qui avaient 10 ans quand ils ont tué le petit James et qui ont été condamnés hier à une peine de prison illimitée. Le processus judiciaire britannique est très différent du nôtre dans la manière de traiter les enfants criminels. Pascal Justice va nous l'expliquer dans un instant. Mais ce qui est préoccupant dans la situation française, et on est loin heureusement de l'affaire de Liverpool, c'est l'augmentation de la délinquance des jeunes, surtout dans les banlieues. Des jeunes de plus en plus multirécidivistes, comme les appelle la justice. 5 députés ont remis aujourd'hui à sa demande un rapport au garde des Sceaux sur les solutions qu'il faudrait trouver, qui ne soient ni la rue, ni la prison. Pascal Justice. De mémoire de juge, on ne se souvient pas en France de meurtres comme celui de Liverpool, perpétrés par des enfants de moins de 13 ans. D'ailleurs, en France, les mineurs de cet âge ne peuvent être condamnés à une peine de prison. Pour cela, il faut avoir au minimum 13 ans et encore. Les juges hésitent de plus en plus à incarcérer les mineurs, car la prison s'avère criminogène, comme le montrent les taux élevés de récidive à la sortie. Alors que fait-on de ces quelques 100 000 mineurs mis en cause chaque année par les services de police? Tout dépend de la nature du délit. Dans 3 cas sur 4, il s'agit d'atteinte contre les biens. Dégradation ou vol, la moitié des voleurs de 2 roues motorisés sont des mineurs. Plus graves sont les atteintes contre les personnes. 30% des vols avec violence sur la voie publique sont perpétrés par des jeunes de moins de 18 ans. Les homicides, eux, sont rarissimes. La justice des mineurs, organisée à partir d'une ordonnance de 1945, est distincte de celle des adultes. Le jeune est jugé par un tribunal des enfants qui, seul, peut l'envoyer en prison. Mais le jeune délinquant est aussi considéré comme un mineur en danger pour lui-même, et le juge des enfants, chargé à la fois de l'aspect répressif et protecteur, peut lui éviter le tribunal et choisir de le confier aux foyers éducatifs. Le juge décide en fonction de la gravité de l'acte et de la personnalité de l'enfant.
Le cadre éducatif, en liberté ou en foyer, est de plus en plus préféré à la prison, mais les moyens manquent. Le rapport remis aujourd'hui au garde des Sceaux par 5 parlementaires prône, lui aussi, le système éducatif. Il s'agirait de placer les jeunes récidivistes dans des foyers éloignés de leur environnement quotidien pour pouvoir engager un véritable travail d'insertion. Mais quoi qu'il en soit, il s'agit encore de foyers gérés par des éducateurs dont la profession attend toujours d'être revalorisée. Monsieur Heller, bonsoir. Vous êtes juge des enfants au tribunal de Bobigny en Seine-Saint-Denis. Vous avez aussi été éducateur, avocat. Vous connaissez donc toutes les facettes du problème. Votre réaction d'abord à l'affaire anglaise et à cette peine de prison illimitée? Si vous voulez, d'abord, je suis un petit peu effaré par le côté illimité de cette décision. Et je crois qu'on n'a peut-être pas pris en compte suffisamment la psychologique. On n'a pas suffisamment fouillé, me semble-t-il, la personnalité. On s'est peut-être trop penché sur le châtiment. C'est un petit peu là ma première réaction. Mais ça, c'est le processus britannique hein, qui s'intéresse aux faits et uniquement aux faits. Les jurés n'ont pas eu accès, par exemple, à l'arrière-plan sociologique ou à l'état des familles. Contrairement à ce qui se serait passé vraisemblablement en France. Tout à fait, si vous voulez. C'est ce que je regrette profondément en tant que juge des enfants et profondément attaché aux droits des enfants. Je crois que là, et je suis un petit peu désolé que la Grande-Bretagne n'ait pas rehaussé, si vous voulez, sa garde en ce qui concerne le fait que les enfants puissent être attraits devant les juridictions de droit commun à partir de 10 ans. Mais donc ces deux petits garçons de 11 ans sont ce soir dans des maisons spécialisées et quand ils auront atteint l'âge plancher, en quelque sorte, ils iront en prison. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de volonté, me semble-t-il, de réinsertion, de traitement thérapeutique, de traitement éducatif dans cette situation. Venons-en à la situation en France. Le rapport parlementaire dont M. Cardot est l'un des signataires recommande l'éloignement des jeunes récidivistes, leur délocalisation en quelque sorte. M. Cardot, quel est votre argument en faveur de ce qui serait une innovation? Je rappelle, que vous êtes député UDF des Yvelines, maire de Chanteloup-les-Vignes. Oui, je ne parlerai pas du contenu du rapport puisqu'il sera présenté lundi. Oui. Un certain nombre d'éléments semblent être connus de la presse. Je me contenterai de répondre à votre question par rapport à celle qu'a posée le ministre, en fait, après le débat sur la politique de la ville à l'Assemblée avant les vacances. Il s'agissait effectivement de savoir, par rapport aux mineurs délinquants récidivistes, si des solutions d'éloignement pouvaient être une réponse. Le rapport, compte tenu de cette mission, s'est efforcé de répondre à cette question. Ça fait en fait des mois, voire des années que certains travaillent sur ce problème. Ça peut effectivement être une réponse. Tout dépend des conditions dans lesquelles nous réalisons ce projet. Tout dépend des moyens qu'on se donne. Tout dépend aussi de l'état d'esprit dans lequel on envisage la question. Précisément, Monsieur Heller, votre réaction, vous êtes donc un homme de terrain. Vous êtes pour? Si vous voulez, la délocalisation, pour reprendre cette expression, nous la pratiquons déjà. Ce qui me semble un petit peu dangereux, c'est de penser que systématiser la délocalisation permettra d'apporter une réponse en profondeur à la délinquance juvénile. J'en suis pas convaincu. Ça demande beaucoup de préparation et on ne peut pas le faire pour toutes les situations. Si vous voulez, chaque mineur doit faire l'objet d'un traitement particulier. Monsieur Cardot. Je crois que Monsieur le juge a parfaitement raison quand il dit d'abord ça demande une préparation. Justement, on prépare beaucoup de choses. La sortie de prison, un certain nombre d'actes qui vont se passer dans la vie d'un jeune ou d'un adulte. On a jusqu'à présent, on ne s'est pas réellement donné les moyens de préparer une certaine mise à distance ou un placement dans un établissement pour un jeune qui a commis un certain nombre d'actes. Et je crois que c'est là qu'on doit faire d'abord porter l'effort, après quoi on peut voir s'il est possible d'envisager effectivement le placement. Entre nous soit dit, Monsieur le juge a aussi raison quand il dit qu'on n'innove pas trop parce que la mise à distance existe de fait. Chaque fois qu'un enfant va dans un internat, actuellement, il est rare que ça se passe dans la cité même où il habite. Simplement, s'est-on réellement donné les moyens de faire réussir ce moment important dans la vie du jeune, que va être, je dirais, cette mise à distance par rapport non seulement au quartier, mais par rapport aussi à la famille, et est-ce que réellement il y a un accompagnement sur
non plus un moment de la vie du jeune, mais un itinéraire qu'il doit suivre et dont il doit être persuadé que c'est dans son intérêt et que ce n'est pas seulement une sanction, car sinon il y a de fortes chances que ça ne réussisse pas. Monsieur Hellet, votre expérience? Mais, si vous voulez, mon expérience fait qu'en général, le jeune a aussi une famille, et je crois qu'on doit s'appuyer sur la famille. On doit le délocaliser, le dépayser, pour reprendre votre expression. C'est le couper de sa famille un petit peu brutalement, c'est se priver de cet appui. Il me semble-t-il, il serait peut-être plus opérant d'agir immédiatement sur le jeune et de ne pas le couper, de ne pas le mettre entre parenthèses, parce que je crois que ça le renforce dans son exclusion. Mais concrètement, ça veut dire quoi concrètement? Bon, un jeune est pris par les policiers, il comparaît devant vous, monsieur le juge, vous décidez en fait de son sort, vous l'enlevez à sa famille. Alors, si vous voulez, dans l'absolu, je crois que la solution idéale, c'est de maintenir le jeune dans son milieu et demander à une équipe éducative d'intervenir immédiatement. Et c'est là, si vous voulez, où nous manquons cruellement de moyens, parce que souvent, le jeune est déféré, nous décidons le maintien, mais nous n'avons pas les moyens du maintien dans sa famille, c'est-à-dire que nous n'avons pas les équipes en nombre suffisant pour permettre une intervention rapide, soit en vue de la réparation du dommage qui a été troublé, qui a été causé par le jeune, soit pour essayer de le rescolariser, soit pour lui trouver un stage, soit pour le réinsérer professionnellement. Et là, nous manquons véritablement cruellement de moyens. Monsieur Cardot, vous insistez particulièrement sur le rôle de la famille. On se souvient que vous aviez provoqué un certain émoi, pour ne pas dire un tollé, quand vous aviez évoqué la possibilité de sanctions à l'encontre des familles, des multirécidivistes, et notamment sur les allocations familiales. C'est vrai, pour le moins un émoi. Je regrette simplement qu'on n'ait pas débattu au fond de ce problème. Ceci étant, quand on parle de responsabilisation des familles, je crois qu'il ne faut pas voir que l'aspect sanction. Je crois que dans un contexte où le chômage se développe énormément, où une société parallèle est en train d'apparaître de façon très claire, il est important de remettre un petit peu toutes les choses à leur place. Les acteurs, effectivement, à leur place, et comme le soulignait monsieur le juge, il s'agit de donner aux éducateurs, aux juges pour enfants, aux travailleurs sociaux en général qui vont s'occuper des jeunes et des familles, les moyens d'agir. Mais d'un autre côté, on ne peut pas compter que sur les institutions pour endiguer cette montée de la délinquance qui est en fait simplement le témoignage d'un très grand malaise et d'une très grande souffrance chez beaucoup de jeunes. Et qui est réel, hein. Il y a de plus en plus de mineurs parmi les délinquants. Il y a une banalisation aujourd'hui de la délinquance qui est inquiétante, il y a un rajeunissement. Je crois que, autant dans le temps, la délinquance était peut-être une violence qui remettait un peu en cause la société, voire les parents, autant aujourd'hui, il y a un certain nombre de jeunes qui s'inscrivent au contraire dans une société parallèle et qui n'ont plus tellement la notion, je dirais, pour résumer, du bien et du mal. Il faut qu'on y prenne garde. Donc nous avons besoin de nous appuyer sur les parents, et pas seulement parce que j'ai souligné pour certains cas très particuliers par le biais des allocations, mais aussi en remettant les parents à leur place. Et la première des préoccupations qu'on doit avoir aujourd'hui, c'est l'emploi. Et si la place n'est pas pour tous dans l'entreprise par le biais du développement économique, la place doit être au moins dans l'utilité sociale. Il y a énormément de choses à faire dans une société qui souffre d'insécurité, qui souffre un petit peu d'égoïsme et d'abandon. Nous avons aujourd'hui plus de 300 milliards qui sont consacrés au chômage ou à ce qui tourne autour. Il serait peut-être plus intelligent que nous recommencions à réfléchir à la façon dont on peut utiliser ces fonds pour redonner un statut aux parents, aux jeunes aussi, car dans notre société, il y a plein de choses à faire. Reste à savoir comment on peut les contractualiser et transformer un certain nombre d'allocations en salaire pour un temps qui sera consacré à la collectivité et qui redonnera sa dignité à chacun, car ces gosses, ils ont besoin de respecter d'abord leurs parents si on veut qu'ils leur obéissent. Monsieur le juge, vous qui vivez cette réalité quotidiennement et encore une fois sur le terrain et du côté des enfants, est-ce qu'il n'y a pas là, certes, un diagnostic juste, mais en fait, bon, ce sont des vœux pieux, parce qu'on sait bien que les priorités d'une société en période de crise ne vont pas nécessairement d'abord vers ces problèmes-là. Si vous voulez, d'abord, il faut revenir sur l'ampleur du phénomène de la délinquance juvénile. Je crois que c'est pas non plus l'explosion. Il ne faut pas exagérer. Je crois que la délinquance juvénile suit le reste de la délinquance. Première observation. Deux, je voudrais revenir encore une fois sur le dépaysement. C'est pas, si on s'appuie sur la famille, il faut bien évidemment laisser le mineur dans la famille. Troisième observation, c'est vrai que c'est par le traitement de la délinquance, investir dans le traitement de la délinquance juvénile, c'est aussi investir sur la délinquance de demain, parce que vaincre la délinquance juvénile, c'est d'une façon vaincre
une fois adulte, la délinquance des adultes. Monsieur le juge, monsieur Cardot, je vous remercie. Une pause maintenant dans l'actualité avec le palmarès des livres de Dominique Poncet, comme chaque jeudi. Au palmarès ce soir, coup de chapeau posthume au plus fulgurant météore de la littérature française, Raymond Radiguet, dont les éditions Stock viennent de publier pour la première fois les œuvres complètes. Radiguet, on le connaît surtout pour son sulfureux Diable au corps. Mais on avait oublié que ce jeune homme, qu'on disait paresseux et dilettante, était mort à 20 ans et demi en laissant derrière lui une œuvre déjà considérable, constituée de poèmes, d'articles, de pièces de théâtre et aussi de romans. Il avait commencé de publier précocement à 15 ans, comme s'il avait eu la prémonition de son destin. Son œuvre lui ressemble, elle a la légèreté et l'insouciance de la jeunesse, et aussi la gravité de la maturité. Il avait connu la gloire pour Voyage au bout de la nuit, et puis pendant la guerre, il avait eu des prises de position que l'on sait, avait dû s'expatrier, et à son retour en France, la publication de son Féerie pour une autre fois était passée sous silence. Grâce aux éditions Gallimard, ce roman singulier, peut-être encore plus radical dans la crudité et la liberté de style, ce roman va peut-être enfin, comme il disait lui-même, crever le plafond une deuxième fois. Céline, l'incontournable Céline. Moi, ce qui m'a bouleversé quand on le jouait et quand je le lis, c'est ce qu'il apporte sur la conscience qu'on peut avoir du XXe siècle, aussi chaotique soit-elle. Et c'est vrai que on est tous dans une conscience très chaotique de notre époque, enfin en tout cas moi, et donc ça me bouleverse de voir quelqu'un qui plonge à ce point et si